Nous n'avons pas commandé pour toi, m'a dit mon père en me tendant du pain. Pendant que mon frère savourait son steak à $400, sa femme a ricané, soit reconnaissant d'être invité. Je suis resté silencieux. Quand le serveur est arrivé, je me suis levé et j'ai dit, envoyez l'addition à ceux qui ont mangé. Salut Reddit, je m'appelle Damien, j'ai 35 ans, et depuis 17 ans, je suis la banque personnelle de ma famille. Oui, vous avez bien entendu, 17 putains d'années. Prenez votre popcorn. Ça va être long et chaotique. Je travaille dans la vente pharmaceutique, je suis responsable de territoire pour la région du Midwest. Le poste paie un salaire honteusement élevé. Un salaire de base d'environ $95 000 plus des commissions et des bonus qui peuvent ajouter $40 000 à $50 000 de plus une bonne année. Je conduis une Honda entièrement payée, je vis dans un modeste appartement de 2 chambres et j'achète mes meubles dans des ventes de succession. Mes collègues pensent que je suis radin. Ma famille pense que je suis fauché. Je n'ai jamais corrigé ni l'une ni l'autre de ces suppositions. Mon frère Colby, 30 ans, est l'enfant chéri. L'exemple de réussite, celui dont mes parents se vantent à chaque réunion de famille. Il dirige ce qu'il appelle une agence de marketing digital. D'après ce que j'ai compris, c'est lui et 2 freelances qui créent des publicités Instagram pour des entreprises locales et leur facturent des sommes criminelles pour des services de base. Mais il a un bureau dans un quartier branché du centre-ville de Minneapolis, conduit une Audi en leasing et porte des montres chères qu'il oublie d'enlever sur les photos. Colby a épousé Chloé il y a 4 ans. C'est un sacré numéro. Ancienne présidente de sororité devenue influenceuse lifestyle avec 8000 abonnés sur Instagram. Elle ne travaille pas. Elle poste juste des photos d'elle en train de boire du café cher et de parler de manifestations et d'abondance. Ma mère la traite comme une reine en visite. Ils vivent dans une maison en grès rénovée à Lyndhurst avec des planchers chauffants et une de ses cuisines de chef. Leur hypothèque dépasse $3200 par mois. Je le sais parce que je l'ai couverte 2 fois lorsque l'entreprise de Colby a eu des problèmes de trésorerie. J'avais 11 ans quand j'ai compris comment les choses fonctionnaient. Colby en avait 6 et mes parents lui ont organisé une énorme fête d'anniversaire dans un parc de trampolines, ont loué tout l'endroit, engagé un type pour se déguiser en Spider-Man et avait un gâteau personnalisé. J'ai demandé à ma mère si je pouvais amener mon meilleur ami Matt. Elle a pris cet air agacé, comme si j'avais demandé quelque chose de déraisonnable. Elle a dit, Damien, aujourd'hui, ce n'est pas à propos de toi. Ne sois pas égoïste. Je suis resté à la maison. Mon père m'a donné $15 et m'a dit de commander une pizza. Je me souviens d'être assis par terre dans notre salon, mangeant seul, entendant la messagerie vocale de ma mère se remplir de messages de parents lui disant à quel point la fête était incroyable. Personne n'a mentionné que je n'étais pas là. Personne n'a demandé pourquoi. C'est devenu le schéma directeur. Mon fonds pour l'université s'est évaporé l'année où Colby a voulu aller dans un lycée privé avec une équipe de cross. Ma fête de remise de diplôme a été annulée parce que Colby avait un match de playoffs. Quand j'ai économisé et acheté ma première voiture, une Civic d'occasion que j'ai payée après avoir travaillé de nuit dans un entrepôt de distribution, mon père s'est en fait mis en colère. Il a dit que je lui faisais honte. Que les gens penseraient qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. 3 mois plus tard, il a acheté à Colby une Jeep d'occasion et a dit à tout le monde qu'il avait économisé pendant des années pour lui faire la surprise. J'ai appris mon rôle très tôt. Je n'étais pas le fils que l'on célébrait. Quand mes parents ont eu besoin de $6500 pour des réparations de toiture d'urgence, j'ai envoyé un chèque. Quand le lieu du mariage de Colby a exigé un acompte de $12 000 et qu'il lui manquait de l'argent, je l'ai couvert. Quand la voiture de Chloé a été déclarée épave et que leur assurance ne couvrait pas la différence, j'ai viré $2800. Quand les factures médicales de mon père pour une intervention chirurgicale mineure se sont accumulées, je les ai payées, $4200. Personne ne m'a remercié. Personne n'a demandé comment je m'en sortais. Mon père s'en attribuait le mérite, serrant des mains à l'église et acceptant les compliments pour être un si bon pourvoyeur. Colby postait des photos de sa vie sur les réseaux sociaux, parlant de travail acharné et de bénédiction. Chloé taguait ma mère sur des photos de brunch coûteux, la remerciant d'être si généreuse. Je suis devenu un fantôme. Mon ami Evan me disait que je me faisais utiliser. Nous déjeunions ensemble toutes les 2 semaines et je mentionnais nonchalamment que j'avais aidé ma famille avec quelque chose. Il secouait la tête, me traitait de paillasson, me disait qu'il n'arrêterait jamais de prendre tant que je continuerais à donner. Je changeais de sujet parce qu'une partie de moi croyait que si je donnais assez, il finirait par me voir.
Que je finirais par compter. 17 ans. C'est le temps que j'ai cru à ce mensonge. Il y a 4 mois, ma mère a appelé. C'était un jeudi après-midi et je terminais une réunion avec un administrateur d'hôpital quand mon téléphone a vibré. Elle utilisait sa voix en jouet. Elle a dit que mon père voulait emmener toute la famille dîner samedi soir. Que c'était important. Que Colby et Chloé avaient une nouvelle excitante à partager. Je savais déjà ce que cela signifiait. J'ai pensé à dire non, mais je savais ce qui se passerait. Ma mère enverrait des SMS longs comme le bras sur l'importance de la famille. Mon père laisserait un message vocal me traitant d'ingrat. Colby posterait quelque chose sur la difficulté que c'est quand les gens ne soutiennent pas votre succès. C'était plus simple d'y aller. J'ai dit oui. Maman m'a donné les détails. Samedi, 19h30, un endroit appelé Monarch Prime. Je n'en avais jamais entendu parler. Après avoir raccroché, j'ai cherché. C'était un de ces steakhouse où les hommes d'affaires emmènent leurs clients pour conclure des marchés. Réservation obligatoire. Code vestimentaire strictement appliqué. Le menu n'était même pas en ligne, mais les critiques mentionnaient des entrées à partir de $65 et des steaks dépassant les $200. Je savais exactement comment cela allait se dérouler. Mon père s'assiérait en bout de table, commandant les plats les plus chers, portant des toasts, jouant le patriarche généreux. Puis, quand l'addition arriverait, il croiserait mon regard. Ce regard qui disait, « Tu t'en occupes, n'est-ce pas ?» Et je paierais, comme toujours. Tandis qu'il accepterait les éloges. J'ai appelé Evan ce soir-là, je lui ai parlé du dîner. Il a ri. De cette façon dont on rit quand quelqu'un vous dit qu'il est sur le point de faire la même erreur pour la 100e fois. Il a dit, « Combien penses-tu que celui-ci va te coûter ?» J'ai dit, « Probablement quelques milliers. » Il a dit, « Tu sais qu'ils n'arrêteront jamais, n'est-ce pas? Pas tant que tu continueras à payer. » J'ai dit, « Ouais, je sais. Mais je ne le savais pas. Pas vraiment. Pas encore. » Le samedi est arrivé. J'ai passé la matinée à la salle de sport, puis j'ai déjeuné dans ce restaurant vietnamien que j'aime, où l'on peut avoir un énorme bol de pH pour $8. J'ai passé l'après-midi à rattraper mes emails de travail et à regarder le football universitaire. Vers 18h45, je me suis changé en pantalon habillé et chemise. J'ai conduit jusqu'au Monarch Prime. Le restaurant se trouvait dans le North Slope, l'un de ces entrepôts reconvertis avec des briques apparentes et des baies vitrées. Je me suis garé, j'ai donné mes clés à un gamin en gilet et je suis entré. L'hôtesse était tout de noir vêtue et avait le genre de posture qu'on vous apprend dans les écoles de bonne manière. Je lui ai donné le nom de mon père. Elle a souri et m'a conduit à travers la salle à manger. Tout était en bois sombre et en cuir, éclairage tamisé, conversation feutrée, le genre d'endroit où le silence lui-même coûte de l'argent. Ils avaient réservé une table d'angle près des fenêtres avec vue sur la ville. J'étais le premier arrivé. Je me suis assis face à la porte, j'ai commandé de l'eau, je n'ai pas touché au pain qu'ils ont apporté. Ma famille est arrivée avec 15 minutes de retard, tous ensemble. Ma mère portait une robe que je n'avais jamais vue. Mon père portait un costume complet. Colby et Chloé semblaient sortis d'un catalogue Neiman Marcus. Le costume de Colby coûtait probablement plus cher que mon loyer. Ils sont passés devant moi en direction de la table. Ma mère faisait signe à quelqu'un de l'autre côté de la salle. Mon père scrutait le restaurant. Colby était sur son téléphone. Chloé ajustait ses cheveux. Personne n'a dit bonjour. Personne n'a reconnu mon existence. Ils se sont installés à leur place, enlevant leur veste, posant leur sac à main. Ma mère s'est penchée vers Chloé et lui a chuchoté quelque chose qui les a fait rire toutes les deux. Colby a commandé un verre avant même de regarder le menu. Mon père a fait signe au serveur et a commencé à poser des questions sur la carte des boissons. Je suis resté assis là, les mains jointes, attendant que quelqu'un me remarque. Le serveur est venu avec les boissons, les a versées dans 4 verres. Mes parents, Colby, Chloé. Il a complètement ignoré le mien. Mon père n'a rien remarqué. Puis les menus sont arrivés. De lourds volumes reliés en cuir avec des lettres dorées. J'ai ouvert le mien et je suis allé directement au prix. Les entrées allaient de $28 à $55. Le plat principal le moins cher était du poulet à $58. Il y avait des pâtes à $48. J'ai pensé que c'était ma meilleure option. Assez consistant, assez bon marché pour ne pas attirer l'attention.
Mon père s'est penché en arrière sans même ouvrir son menu. C'est là que j'ai su qu'il allait voir grand. Il a dit, commandez ce que vous voulez. Ce soir, c'est spécial. J'ai regardé à nouveau mon menu, j'ai retrouvé les pâtes. Ça irait. Le serveur est revenu, stylo en main. Mon père a commencé. Il a commandé l'entrecôte, la plus grosse qu'ils avaient, avec du beurre à la truffe et de la moelle rôtie. Ma mère a commandé des coquilles Saint-Jacques avec du caviar et une queue de homard. Colby et Chloé ont débité leurs commandes, le T-bone massif, le filet, l'entrée de homard entier, des accompagnements supplémentaires. Puis tout le monde m'a regardé. Le serveur m'a regardé. J'ai ouvert la bouche pour commander les pâtes. Mon père m'a coupé la parole. Il a dit, Damien n'a pas besoin de grand-chose. Il essaie d'économiser de l'argent. Il a tendu la main à travers la table, a attrapé la corbeille à pain. Elle était pleine de petits pains au levain chaud avec du beurre. Il l'a fait glisser vers moi. Le bruit du panier raclant la nappe était assourdissant dans le silence soudain. Il a dit, de toute façon, nous n'avons pas commandé assez pour toi. Ça devrait suffire. La table est devenue silencieuse, le genre de silence qui se produit lorsque quelqu'un est humilié en public. J'ai fixé la corbeille à pain. Ma mère a baissé les yeux sur sa serviette. Colby a eu un sourire narquois, jetant un coup d'œil à Chloé. Elle avait ce petit sourire satisfait, comme si elle regardait quelque chose de divertissant. Elle a dit, honnêtement, tu devrais être reconnaissant que ton père t'ait même invité. Le serveur est resté figé. Son stylo n'avait pas bougé. Il m'a regardé, puis mon père, essayant de comprendre si c'était une blague. J'ai légèrement secoué la tête. Il a reculé. J'ai tiré la corbeille vers moi, j'ai déchiré un morceau de pain, je l'ai mâché lentement. Il n'avait aucun goût. Mon père a recommencé à parler. Quelque chose à propos d'un investissement immobilier locatif. Ma mère a demandé à Chloé des prénoms de bébé. Apparemment, c'était la grande nouvelle, ils attendaient un enfant. Colby a consulté son téléphone, faisant défiler d'une main, buvant de l'autre. J'ai mangé un autre morceau de pain, puis un autre. La corbeille s'est vidée. Personne ne m'a offert autre chose. Le homard est arrivé. Colby et Chloé se sont jetés dessus, cassant les carapaces, commentant à quel point c'était bon. Ma mère a pris des photos. Mon père a versé plus de boissons. Lorsque les plats principaux sont arrivés, le serveur a placé d'énormes assiettes devant tout le monde, sauf moi. Le steak de mon père avait la taille d'un petit rôti. Le T-bone de Colby dépassait de l'assiette. Chloé a coupé dans son filet et s'est extasiée sur le fait que c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais mangée. Ma mère mangeait ses coquilles Saint-Jacques les yeux fermés. Je suis resté assis là, les mains vides, les regardant manger, pensant à des chiffres. La réparation du toit que j'avais payé. Le mariage de Colby. Les factures de chirurgie de mon père. Les dettes de carte de crédit de ma mère que j'avais réglées 2 fois. Les paiements d'hypothèque de Colby, 2 fois. Les chiffres s'additionnaient dans ma tête pendant qu'il mâchait des steaks à $400. Et moi, j'étais assis là avec une corbeille à pain. Colby m'a regardé. Tu sais, Damien, si tu te donnais vraiment les moyens, tu pourrais peut-être te permettre de manger comme un adulte. Chloé a ri. A vraiment ri. Ma mère a souri en coin. Mon père n'a même pas levé les yeux. J'ai hoché la tête, je n'ai rien dit. J'ai juste joint mes mains et j'ai attendu. Je les ai laissés profiter tant que ça durait. Puis le dessert est arrivé. Un truc au chocolat de la taille d'une balle de softball, servi avec 4 cuillères. Ils l'ont dévoré en quelques minutes. J'ai regardé. Quand ils ont fini, mon père s'est tapoté le ventre. C'était parfait. Nous devons faire ça plus souvent. Le serveur est apparu, tenant un petit dossier en cuir noir. Il est passé devant eux tous et s'est arrêté à côté de moi, l'a posé devant moi. Je l'ai ouvert. $3184. J'ai fixé le chiffre. $3184 pour un repas que je n'avais pas mangé. Alors je me suis levé. La chaise a raclé assez fort pour que les gens aux tables voisines se retournent. J'ai fermé le dossier, je l'ai fait glisser sur la table vers mon père, j'ai regardé le serveur et j'ai dit, donnez-la à ceux qui ont réellement mangé. Ils sont tous devenus morts de silence. Puis ma mère a demandé, pardon? Oui, pardon à vous, ai-je répondu. Puis je suis parti.
J'ai traversé le restaurant, passé le bar, passé le pupitre de l'hôtesse, suis sorti par les portes d'entrée dans le froid d'octobre. Mes mains étaient stables. Je me sentais calme. Bizarrement, incroyablement calme, comme si j'avais retenu mon souffle pendant 17 ans et que je venais enfin d'expirer. Je suis arrivé à ma voiture et je me suis assis au volant. Je n'ai pas démarré le moteur. Je suis juste resté assis là dans le parking pendant 1 minute. À l'intérieur, je savais ce qui se passait. Le serveur se tenait à la table, tenant cette addition. Mon père fixait le total, le visage devenant rouge. Ma mère regardait autour d'elle nerveusement, inquiète de ce que les gens pensaient. Colby cherchait probablement son portefeuille, réalisant que sa carte de crédit ne couvrirait pas la moitié de cela. Mon téléphone a commencé à vibrer. SMS de maman, reviens ici tout de suite. Papa, n'ose pas nous humilier comme ça. Règle ça immédiatement. Colby, tu plaisantes ou quoi? Tu nous mets dans l'embarras. Chloé, tu es pathétique. Grandis un peu et paie l'addition. J'ai lu chaque message, je les ai laissés là sur mon écran. Puis j'ai ouvert mes contacts et je les ai tous bloqués. Chacun d'entre eux. Clic, clic, clic. J'ai démarré la voiture, j'ai conduit lentement vers la maison, en prenant le long chemin à travers le centre-ville, le long de la rivière, à travers les vieux quartiers. Pas de précipitation, personne n'attendait, personne ne m'appelait. Je me suis garé à mon immeuble, j'ai monté 3 étages d'escalier. Je suis entré et je me suis assis sur mon canapé dans la pénombre. Pendant 17 ans, j'avais cru que rester silencieux était la même chose que maintenir la paix. Que payer pour leurs repas, leurs factures, leurs urgences était ce que la famille exigeait. Que si je donnais assez, ils finiraient par me voir. Que je me sentirais assez bien. Mais assis là avec cette corbeille à pain devant moi pendant que ces salauds mangeaient des steaks à 400 $, j'ai enfin compris. Des années de culpabilité et de patience refoulée ont finalement cédé. Je n'ai jamais été leur fils ou leur frère. Alors, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai commencé à faire défiler les paiements automatiques que j'avais mis en place au fil des ans. L'adhésion au club nautique de papa, 385 $ par mois. Le remboursement du prêt commercial de Colby, 850 $ par mois. L'abonnement au spa de maman, 175 $ par mois. La multipropriété des parents à Scottsdale, 625 $ par mois. J'ai tout annulé, un par un. Chaque confirmation était comme un poids en moins. Je suis passé à mes cartes de crédit, j'ai trouvé les utilisateurs autorisés. Colby était sur 2 cartes, papa sur une, maman sur une autre. Je les ai tous supprimés, j'ai verrouillé les comptes, j'ai changé tous les mots de passe. Puis j'ai ouvert mes emails, j'ai cherché, factures, reçus, paiements. Des années d'historique sont apparues. J'avais payé pour des voyages auxquels je n'étais pas invité, des anniversaires auxquels je n'ai jamais assisté, des rénovations dans des maisons où je n'avais jamais été le bienvenu. J'ai créé un dossier, preuve. J'ai commencé à tout y déplacer. Puis je suis allé plus loin. J'ai vérifié les transactions en attente sur mes cartes de crédit. J'en ai trouvé 6 que je n'avais pas autorisées. Chloé chez Saks Fifth Avenue 2 jours avant le dîner. Colby dans la boutique d'un club de golf. Maman chez Nordstrom. Papa chez un spécialiste du nettoyage de voitures de luxe. 2 autres du compte professionnel de Chloé. 2400 $ au total pour des dépenses marketing. J'ai contesté chacune d'entre elles, j'ai déposé des déclarations de fraude. La banque a envoyé des confirmations en quelques minutes. Les frais seraient annulés. Ils recevraient tous des notifications. Parfait. J'ai cherché dans mes emails les paiements récurrents. J'ai trouvé la multipropriété de Scottsdale. Mes parents l'utilisaient 3 semaines par an. Je payais les frais mensuels depuis 6 ans. Le prochain paiement était dans 5 jours. J'ai appelé la société, je l'ai annulé. Ils m'ont remboursé mon dépôt. J'ai trouvé une autre facture. Le prêt commercial de Colby. Il avait contracté 38 000 $ pour s'agrandir il y a 2 ans. Je couvrais le paiement mensuel depuis, parce qu'il avait dit qu'il me rembourserait quand les choses se stabiliseraient. Elles ne se sont jamais stabilisées. J'ai appelé la banque, j'ai expliqué que je n'étais plus financièrement responsable. Ils ont mis à jour les dossiers. Toute correspondance future irait à Colby. Le dimanche soir, j'avais annulé 15 paiements récurrents. Économie mensuelle totale, 3 900 $.
$3 900 que j'envoyais chaque mois à des gens qui me traitaient comme un étranger. Lundi matin, j'ai rédigé un email à ma famille élargie tante, oncle, cousin qui commencerait probablement bientôt à recevoir des appels de mes parents. Je suis confronté à une affaire personnelle et j'ai besoin d'espace. Veuillez ne pas me contacter au nom de mes parents ou de Colby. Je vous contacterai quand je serai prêt. Je l'ai envoyé à 22 personnes, puis j'ai mis en place des filtres de mail. Tout ce qui contenait les noms de mes parents, de Colby ou de Chloé allait directement dans un dossier que je ne vérifierai jamais. J'ai appelé Evan, je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux une seconde, puis il s'est mis à rire. Bon sang, Damian, tu l'as vraiment fait. J'ai dit, oui, je l'ai fait. Il a dit, enfin, mec. Il était temps. Comment te sens-tu? J'y ai pensé. Libre. Mardi après-midi, ils se sont présentés à mon immeuble. Je sortais pour déjeuner quand je les ai vus dans le hall. Tous les quatre, debout près du bureau de la réception, parlant à Stan, le gérant de mon immeuble. La voix de papa était forte. C'est une urgence familiale. Nous devons le voir immédiatement. Maman avait cet air inquiet plaqué sur son visage. Colby se tenait les bras croisés, la mâchoire serrée. Chloé avait l'air agacée. Je me suis arrêté juste à l'intérieur du couloir, j'ai pris une grande inspiration, j'ai envisagé de faire demi-tour. Mais non, c'était mon immeuble, ma maison. C'étaient eux les intrus. J'ai avancé. Stan m'a vu le premier. Monsieur O'Brien, ces personnes disent qu'elles sont de votre famille. Elles demandent l'accès à votre appartement. Je les ai regardées. Je ne veux pas d'eux dans mon immeuble. Maman s'est avancée. Damian, s'il te plaît. Nous voulons juste parler. J'ai secoué la tête. Non. Le visage de papa est devenu rouge. C'est ridicule. Tu nous as embarrassés. Tu nous as laissé une addition de $3000 que nous ne pouvions pas payer. Tu nous ignores. Tu nous dois une explication. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne vous dois rien. Débrouillez-vous. Colby s'est approché. N'ose pas parler à ton père comme ça. Tu dois grandir et arranger ça. J'ai dit, vous n'êtes plus mon problème. J'en ai fini avec vous. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Damian, comment peux-tu faire ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et quelque chose en moi a craqué. Ce qui m'est arrivé? Ai-je dit. Apparemment, je ne vous laisse plus me marcher dessus. J'ai supporté vos conneries pendant des années. Je vous ai tous aidés parce que j'étais assez stupide pour penser que vous me voyiez comme un fils. Ce n'est pas le cas. Vous me voyez comme un portefeuille. Maintenant, ce portefeuille est fermé. Alors, foutez le camp d'ici. Ils se sont figés. Ils ont eu l'audace d'avoir l'air blessés, en plus. Ce n'est pas vrai. Nous. A dit papa. Je l'ai interrompu. Alors pourquoi m'as-tu tendu une corbeille à pain pendant que tout le monde mangeait des steaks à $400? Pourquoi Chloé m'a-t-elle dit que je devrais être reconnaissant que vous m'ayez même invité? Pourquoi est-ce que je paie pour vos vies depuis des années sans que vous ne disiez jamais merci? Le hall est devenu complètement silencieux. Stan s'est déplacé, mal à l'aise. Quelques résidents sont passés, essayant de ne pas dévisager. J'ai annulé les paiements. Tous. Je vous ai retiré de mes cartes de crédit. J'ai contesté les frais que vous avez faits sans demander. J'en ai fini maintenant. Encore une fois, débrouillez-vous et laissez-moi tranquille. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il crié. Tu n'as pas le droit de nous couper les ponts comme ça. J'ai souri. Je viens de le faire. Poursuis-moi en justice. La voix de Colby est devenue sèche. Tu vas le regretter, Damian. Je l'ai regardé. Vraiment pas. Je me suis tourné vers Stan. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il parte. Il a hoché la tête. S'est avancé vers ma famille. Vous devez partir. Je suis passé devant eux, suis sorti par la porte d'entrée. J'ai entendu mon père crier mon nom. Je ne me suis pas arrêté. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Ce soir-là, j'ai fait les comptes. J'ai sorti chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque facture des 17 dernières années. J'ai créé une feuille de calcul.
Quand j'ai fini, le chiffre m'a laissé bouche bée. 284 000 $. C'est ce que je leur avais donné en 17 ans. C'était une maison. C'était de l'argent pour la retraite. Je l'ai détaillé. La feuille de calcul faisait 14 pages une fois imprimée. La semaine suivante, j'ai observé les retombées par email. Tout allait dans ce dossier filtré, mais je l'ai vérifié une fois, juste pour voir. Le club nautique de papa a envoyé un avis de suspension. Adhésion résiliée pour non-paiement. Il avait 30 jours pour régler le solde ou perdre définitivement l'accès. La société de multipropriété de Scottsdale a facturé des frais d'annulation de 1 900 $ sur la carte de crédit de papa. Il devrait les payer ou faire face au recouvrement. La banque a envoyé un avis à Colby concernant son prêt commercial. Premier paiement manqué. S'il ne rattrapait pas son retard dans les 15 jours, ils entameraient une procédure de défaut de paiement. Un par un, les luxes que je finançais ont disparu. Mon oncle a envoyé un email. Il disait que papa avait des difficultés financières. Que maman était dévastée. Que je devrais reconsidérer ma décision car la famille pardonne. Je n'ai pas répondu. Une cousine m'a envoyé un message sur Facebook. Elle disait que je déchirais la famille. Que j'étais cruel pour un seul dîner. Je l'ai bloqué. Mais il n'avait pas fini. Ces gens ne connaissent rien nos limites. Et honnêtement, c'était entièrement de ma faute depuis le début. Ils sont allés beaucoup trop loin. 2 semaines après le dîner, je suis rentré du travail pour trouver ma voiture rayée avec une clé. De profondes rayures des deux côtés, du phare au feu arrière. Le mot « CON » gravé sur la portière du conducteur. Je suis resté là, dans le parking, j'ai pris des photos sous tous les angles, j'ai déposé une plainte. Le policier qui est venu a dit que sans image de caméra ou témoin, il ne pourrait probablement pas faire grand-chose. Je savais qu'il avait fait. Je ne pouvais pas le prouver, mais je le savais. 3 jours plus tard, quelqu'un a crevé 2 de mes pneus. J'ai installé une dashcam cette nuit-là, avant et arrière, activée par le mouvement. Ça m'a coûté 400 $, mais ça en valait la peine. L'incident suivant concernait mon appartement. Je suis rentré chez moi pour trouver de la peinture éclaboussée sur ma porte, de la peinture rouge dégoulinant sur le tapis, le mot « traître » en lettres maladroites. Stan, le gérant, était furieux. Il a visionné les caméras du couloir. Les images montraient une silhouette en sweat à capuche et masque, mais on ne pouvait pas distinguer de visage. C'est arrivé à 2 heures du matin, quand personne n'était là. J'ai déposé une autre plainte. Le policier, le même qu'avant, a commencé à s'intéresser davantage. Il a dit que c'était clairement du harcèlement ciblé. Il m'a demandé si j'avais une idée de qui pourrait faire ça. Je lui ai parlé de ma famille, du dîner, de leur avoir coupé les vivres. Il a pris des notes. Il a dit que je devrais envisager de tout documenter et peut-être demander une ordonnance d'éloignement si cela continuait. Et ça a continué. Quelqu'un a appelé mon bureau en se faisant passer pour un client. A déposé une plainte officielle contre moi. Une pure invention. A dit que j'avais mal géré leur compte. Leur avait fait perdre de l'argent. Mon patron m'a convoqué, inquiet. J'ai expliqué la situation, je lui ai montré les rapports de police, le schéma de harcèlement. Il m'a cru, je voyais bien qu'il était préoccupé. Puis il s'en sont pris à ma réputation. Quelqu'un a créé un faux profil Facebook avec mon nom et ma photo. A commencé à poster des diatribes bizarres sur le fait que j'avais abandonné ma mère malade, volé dans l'entreprise de mon frère et refusé d'aider ma famille dans le besoin. Des amis ont commencé à m'envoyer des SMS pour me demander si j'allais bien. J'ai signalé le profil. Facebook l'a supprimé après 3 jours, mais le mal était fait. J'ai appelé Evan, je lui ai raconté tout ce qui se passait. Il a dit, « Mec, tu dois prendre un avocat. Ces gens sont fous. » Il m'a donné le numéro de son avocate, une femme nommée Julia, spécialisée en droit de la famille et en ordonnance d'éloignement. Je l'ai appelée le lendemain. Nous nous sommes rencontrés à son bureau en ville. J'ai tout apporté, la feuille de calcul montrant 284 000 $ de paiement, les rapports de police, tout le dossier. Elle a tout examiné attentivement. Puis elle a dit, « Damien, c'est un cas de harcèlement très clair. Nous pouvons demander une ordonnance d'éloignement, mais je veux que vous compreniez que cela va empirer les choses avant qu'elles ne s'améliorent. Êtes-vous prêt pour ça? » Je suis prêt. Elle a hoché la tête. Bien.
Faisons-leur payer les conséquences. Nous avons demandé des ordonnances d'éloignement contre les 4. Les requêtes étaient complètes, détaillant chaque incident, joignant toutes les preuves, rapports de police, photos, la feuille de calcul montrant l'exploitation financière, capture d'écran de messages menaçants de la famille élargie qui faisait référence à des conversations avec mes parents. La date d'audience a été fixée à 3 semaines plus tard. Entre-temps, les choses ont empiré. Quelqu'un a tagué le mur extérieur de mon immeuble. Lettre géante, Damien O'Brien est un voleur. Stan était furieux. Les caméras de sécurité de l'immeuble ont filmé un SUV sombre s'arrêtant à 3 heures du matin. Quelqu'un en sort, fait les dégâts, puis repart. Les plaques étaient masquées par de la boue. Mais je connaissais ce SUV. Colby conduisait une Audi Q7 bleu foncé. J'ai envoyé les images à Julia et à la police. Puis Chloé a fait une erreur. Elle a posté dans sa story Instagram. C'était une photo du vandalisme sur mon immeuble avec la légende « Quand le karma rattrape les gens qui abandonnent leur famille ». J'en ai fait une capture d'écran avant qu'elle ne disparaisse. Je l'ai envoyée à Julia. Elle a souri en la voyant. Il nous facilite trop la tâche. Le harcèlement a continué. Quelqu'un a déposé une fausse plainte auprès de mon syndic de copropriété, affirmant que je dirigeais une entreprise illégale depuis mon appartement. Le conseil d'administration a enquêté, n'a rien trouvé, mais j'ai dû assister à une audience et me défendre. Quelqu'un a laissé un rat mort sur mon paillasson. J'ai pris des photos, j'ai déposé une autre plainte. Puis Colby s'est présenté à mon bureau. J'étais en réunion avec un directeur des achats d'un hôpital quand mon assistante a frappé à la porte, l'air mal à l'aise. Elle a dit que quelqu'un nommé Colby O'Brien était dans le hall et exigeait de me voir, affirmant que c'était une urgence familiale. Je me suis excusé de la réunion, je suis sorti dans le hall. Colby était là, en jean et chemise froissée, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. Il m'a vu et son visage s'est tordu. On doit parler. J'ai dit, non, on n'a pas à le faire. Il s'est approché. Tu détruis cette famille. Maman est sous anxiolytique à cause de toi. Papa a dû vendre son bateau. Mon entreprise fait faillite parce que tu as retiré le paiement du prêt. Chloé est enceinte et stressée à en perdre la tête. Ce n'est pas mon problème. Sa voix est montée. Tu nous dois ça, Damien. Je ne vous dois rien. Tu dois partir maintenant. Sinon quoi? J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer. Où j'appelle la police et j'ajoute un autre incident à la demande d'ordonnance d'éloignement. Son visage est devenu pâle. Il a regardé le téléphone, puis moi. Tu fais vraiment ça? C'est vous qui avez fait ça. Vous tous. Maintenant, pars. Il s'est retourné et est sorti. Je l'ai regardé monter dans son SUV, le même que sur les images de sécurité, et démarrer en trombe. J'ai immédiatement envoyé la vidéo à Julia. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. C'était ma mère, en larmes. Damien, s'il te plaît. Ton père a dû contracter un prêt. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de toi. J'ai dit, non, maman. Passe à autre chose. Je ne suis plus ta banque. Ce n'est pas juste. J'ai dit, vous avez laissé Colby et Chloé se moquer de moi. Vous m'avez utilisé pendant 17 ans et ne m'avez jamais demandé comment j'allais. Maintenant, vous vandalisez ma propriété et me harcelez au travail. Et vous voulez parler de justice? Elle est restée silencieuse un long moment. Si tu ne nous aides pas, nous allons perdre la maison. Alors vous perdrez la maison. Comment peux-tu être si cruel? J'ai appris des meilleurs, ai-je dit. Puis j'ai raccroché et bloqué le numéro. Le jour de l'audience est arrivé, et c'était magnifique. Le palais de justice était froid et impersonnel. Julia m'a rejoint dans le couloir devant la salle d'audience. Elle portait 2 mallettes pleines de preuves. Elle a dit, ils sont là. Tous les 4. Ils ont aussi un avocat. Un type nommé Preston Ward. Il va essayer de te dépeindre comme vindicatif et financièrement contrôlant, mais ne t'inquiète pas. On va l'enterrer. Nous sommes entrés dans la salle. Ma famille était assise de l'autre côté avec leur avocat, un homme d'âge mûr en costume cher, l'air confiant. La juge était une femme d'une 60aine d'années.
Elle avait la réputation de ne pas tolérer les bêtises. L'audience a commencé. Preston Ward a parlé en premier, essayant de me dépeindre comme ce fils contrôlant qui avait manipulé financièrement sa famille pendant des années, puis leur avait soudainement coupé les vivres sans avertissement. Il a affirmé que le vandalisme n'était pas prouvé, que le faux profil Facebook aurait pu être créé par n'importe qui, et que ma famille voulait juste se réconcilier. Puis Julia s'est levée et les a anéantis. Elle a détaillé à la juge toute la feuille de calcul, 284 000 $ de paiement sur 17 ans. A montré la documentation du dîner au Monarch Prime, où l'on m'avait tendu une corbeille à pain pendant qu'il commandait plus de 3 000 $ de nourriture. A montré le harcèlement immédiat qui a commencé au moment où je leur ai coupé les vivres, la voiture rayée, les pneus crevés, le vandalisme, les faux réseaux sociaux, le rat mort. Colby se présentant sur mon lieu de travail. Elle a présenté les images de sécurité montrant le SUV de Colby à mon immeuble la nuit où quelqu'un a tagué l'extérieur. A montré la story Instagram de Chloé célébrant le vandalisme avec cette légende suffisante sur le karma. Puis sont venus les dossiers financiers, chaque débit de carte de crédit non autorisé, chaque paiement annulé, chaque transaction contestée. Preston Ward a essayé de s'opposer, affirmant que l'historique financier n'était pas pertinent dans une affaire de harcèlement. La juge l'a immédiatement fait taire et lui a dit qu'elle déciderait de ce qui était pertinent. Julia a continué, a prouvé que Colby avait déposé de fausses plaintes. Le rapport du syndic, la fausse plainte de client à mon travail, a montré comment le harcèlement s'était intensifié sur 5 semaines dans un schéma clair de représailles. Puis elle a diffusé la vidéo de Colby à mon bureau, me faisant face, me menaçant. Quand elle a terminé, la juge est restée assise un moment, regardant ma famille avec une expression de dégoût total. Mon père n'a pas pu se taire. Preston Ward a essayé de l'arrêter, mais papa s'est levé et s'est lancé dans tout un discours sur la façon dont il m'avait élevé, m'avait tout donné, et maintenant j'abandonnais la famille pour un seul dîner, une seule erreur. Il a vraiment dit ça. La juge l'a laissé parler environ 30 secondes avant de le couper. Lui a demandé sans détour s'il m'avait tendu une corbeille à pain pendant que tout le monde mangeait des steaks chers. Il a bégayé et a essayé de dire que c'était un malentendu. Elle a demandé si j'avais payé pour le dîner. Il a admis que non, qu'ils avaient dû le couvrir eux-mêmes après mon départ. Puis elle a sorti la documentation financière montrant les 284 000 $ que j'avais payés au fil des ans et a demandé si c'était exact. Le visage de papa est devenu rouge, il a commencé à rétropédaler, disant que j'avais offert mon aide et qu'il ne m'avait jamais forcé à payer quoi que ce soit. Elle a feuilleté les preuves une dernière fois, puis a levé les yeux. Sa voix était glaciale lorsqu'elle a annoncé qu'elle accordait l'ordonnance d'éloignement. Il était interdit à tous les 4 de me contacter directement ou indirectement. Ils ne pouvaient pas s'approcher à moins de 150 mètres de mon domicile, de mon lieu de travail ou de mon véhicule. L'ordonnance resterait en vigueur pendant 2 ans. Ma mère s'est mise à pleurer. Papa avait l'air d'avoir été giflé. Le visage de Colby s'est tordu de rage. Chloé fixait le sol. Et voici la meilleure partie. La juge a ajouté qu'elle leur ordonnait de payer une restitution pour les dommages matériels. Elle a dit que nous soumettrions une liste détaillée et que le tribunal l'examinerait pour déterminer le montant final. L'audience était terminée. Julia s'est tournée vers moi en souriant. Ça s'est bien passé. J'ai hoché la tête. Honnêtement, je me sentais juste fatigué. Nous sommes sortis de la salle d'audience. Ma famille était dans le couloir, regroupée avec Preston Ward. Mon père m'a vu, a commencé à dire quelque chose. Julia s'est interposée. Ne le faites pas. Vous êtes sous ordonnance du tribunal maintenant. Partez. Ils sont partis. Julia et moi sommes restés là un moment. Elle a demandé, ça va? Ça va très bien, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Maintenant, vient la partie amusante. Nous allons leur faire payer pour ce qu'ils ont fait. L'audience pour la restitution a été fixée à 6 semaines plus tard. Entre-temps, Julia a engagé un expert comptable judiciaire pour tout examiner, chaque incident de vandalisme, chaque réclamation de dommages matériels, chaque dépense prouvable liée à leur harcèlement. Le comptable s'appelait Tom Rogers. Il ressemblait au père de quelqu'un, mais avait les instincts prédateurs d'un requin. Il a épluché mes dossiers comme s'il enquêtait sur une fraude financière. Il a calculé la réparation de la voiture pour les rayures et les pneus crevés, le nettoyage et la nouvelle peinture de l'extérieur de l'immeuble, le remplacement de la porte et le nettoyage du tapis du couloir, l'installation de la dashcam, la mise à niveau du système de sécurité de mon appartement,
Le manque à gagner pour les absences au travail pour les rapports de police et les comparutions au tribunal, les frais de justice, la détresse émotionnelle. Il a dit que nous pouvions argumenter ce total, 20 750 $. Mais Tom a dit que nous devrions viser plus haut. Il a dit que nous pouvions inclure les débits frauduleux de cartes de crédit qu'ils avaient effectués avant que je ne leur coupe les vivres, ce que j'avais contesté. Cela ajoutait 5 690 $ de plus. Et il a dit que nous pouvions demander des dommages-intérêts punitifs basés sur le schéma de harcèlement. Julia était d'accord. Nous avons soumis une réclamation de 32 000 $. L'avocat de ma famille a essayé de contester, affirmant que les montants étaient gonflés, que la détresse émotionnelle n'était pas quantifiable, et que j'essayais de les ruiner financièrement. L'audience s'est déroulée devant la même juge. Tom a témoigné en premier, a détaillé à la juge chaque dépense, ligne par ligne, a montré des reçus pour tout. A montré les rapports de police qui correspondaient aux dates, tout. Preston Ward a essayé de trouver des failles lors du contre-interrogatoire. Tom n'a pas bougé. Il avait de la documentation pour tout. Puis Julia m'a appelé à la barre. J'ai raconté toute l'histoire. 17 ans à être le distributeur automatique de la famille, le dîner, le harcèlement qui a suivi quand j'ai finalement dit non. J'ai parlé de la façon dont cela avait affecté mon travail, ma santé mentale et ma capacité à me sentir en sécurité chez moi. Puis Colby a pris la parole. Preston lui avait déconseillé. On le voyait sur son visage, mais Colby a insisté, s'est levé et a immédiatement commencé cette diatribe sur le fait que j'avais toujours été jaloux de lui, que je ne supportais pas qu'il ait plus de succès, que j'avais manipulé nos parents pour qu'ils pensent que j'étais la victime. Julia l'a juste laissé s'enfoncer tout seul avec ses propres mots pendant 5 bonnes minutes. Puis elle a posé une simple question. Avez-vous vandalisé la propriété de votre frère? Non. Julia a montré les images de sécurité. Est-ce votre véhicule? Colby s'est figé. Il ressemble au mien, mais j'ai laissé quelqu'un l'emprunter cette nuit-là. Quel ami? Je ne me souviens plus. Bien sûr. Quand les témoignages se sont terminés, la juge n'a pas perdu de temps à délibérer. Elle a annoncé qu'elle m'accordait 24 000 $ en dommages-intérêts et restitution. Le montant couvrait les dommages matériels documentés, le manque à gagner, les frais de justice et la détresse émotionnelle. Les 4 se le partageraient à parts égales, 6 000 $ chacun. Paiement dû dans les 90 jours, sinon elle autoriserait une saisie sur salaire. Mon père s'est levé d'un bond, a commencé à protester qu'il ne pouvait pas se le permettre. La juge a mis fin à la discussion. Coup de marteau. C'était fait. Je suis sorti de ce palais de justice avec Julia à mes côtés. Elle a souri. Ils vont devoir vendre des choses. Réduire leur train de vie. Faire face aux conséquences pour une fois. J'ai hoché la tête. Bien. 3 mois plus tard, j'ai reçu un chèque par la poste. 24 000 $. Un chèque de banque du compte en fiducie d'un avocat. Ils avaient payé. Je l'ai déposé. Puis j'en ai pris la moitié et je l'ai donné à une organisation à but non lucratif d'éducation financière qui aide les jeunes à apprendre à gérer un budget et à éviter les relations financières toxiques. J'ai gardé l'autre moitié. J'en ai utilisé une partie pour faire un voyage de 2 semaines au Japon. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais fait. Je n'ai rien posté à ce sujet sur les réseaux sociaux. Je n'en ai parlé à personne sauf à Evan. J'y suis juste allé. J'ai mangé de la nourriture incroyable. J'ai vu des temples. J'ai marché dans des villes où personne ne me connaissait. Quand je suis rentré, mon appartement semblait différent. Plus léger. L'ordonnance d'éloignement était toujours en vigueur. Personne ne m'avait contacté. Personne ne l'avait violé. J'ai changé mon numéro de téléphone, juste par sécurité. Je l'ai dit à Evan et à quelques amis proches. Personne d'autre. Au travail, les choses se sont améliorées. Mon patron m'avait soutenu pendant tout ce temps, et j'avais travaillé dur pour prouver que le drame n'affecterait pas mes performances. J'ai terminé l'année avec 15% de plus que mon quota. J'ai eu un bonus. La vie a continué. Je pense encore parfois à cette nuit au Monarch Prime, à la corbeille à pain, à l'expression sur leur visage quand je suis parti sans payer cette addition, à la panique qu'ils ont dû ressentir. Mais surtout, je pense au moment dans ma voiture après, assis dans le parking sombre, bloquant leur numéro un par un, au silence qui a suivi. C'est à ce moment-là que je me suis choisi.
YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, écrasez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.